Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Microscope. Nous sommes le 20 avril 2026 et en temps normal, nous aurions dû évoquer le 46e anniversaire du printemps berbère de 1980. Nous aurions dû, sous une démocratie, aborder les acquis de cet épisode précurseur du mouvement démocratique en Algérie et source d'inspiration de nombreux militants. Nous aurions dû nous rappeler de la mort tragique de Massinissa Guermah et nous incliner devant la mémoire des 126 jeunes de Kabylie tués par balles réelles par la gendarmerie nationale. Nous aurions dû aussi nous remémorer de ce printemps noir et rappeler combien de sacrifices ont été consentis pour une Algérie démocratique et sociale telle que promise par les martyrs de la Révolution de novembre. Mais l'histoire semble se répéter. Si en 1980, les autorités avaient empêché l'écrivain Mouloud Maamri de donner une conférence à l'université de Tizi Ouzou, en 2026, la wilaya d'Alger ordonne une descente policière à la librairie des Beaux-Arts pour empêcher l'écrivaine et sociologue Fatma Ousdir de présenter et dédicacer son livre Les Identités rebelles, faire retirer l'ouvrage et placer la librairie sous scellé. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau l'avocat et défenseur des droits humains, Maître Athmane Bselem. Athmane Bselem, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci encore une fois pour m'avoir invité sur ce plateau-là de Microscope pour la première fois. Ravi avec plaisir, Athmane. Merci. Et par Zoom depuis Londres, je ne sais pas s'il nous a rejoint ou pas encore, la journaliste et défenseuse des droits humains, Madame Yamina Bayer. Yamina, bonsoir. Pas encore, elle n'est pas encore avec nous. Athmane Bselem, si je me retourne vers vous, en fait, 46 ans après le printemps berbère, on a écouté les acteurs de ce mouvement, on a lu sur ce mouvement, sur ce printemps. Quel bilan faites-vous 46 ans après? Question complexe. Et le bilan, ça se résume dans un titre d'un livre qui a été écrit par le politicien et opposant politique Saïd Sadi, en le nommant « L'échec recommencé ». C'est qu'on est actuellement, malheureusement, dans une spirale, dans un cercle vicieux. Je rappelle qu'il a été réédité, « L'échec recommencé ». Exactement. Il a été réédité, je pense, par les éditions France Fanon. Tout à fait. D'ailleurs, on va parler de ça d'ailleurs. Même les éditions France Fanon ont été suspendues pendant une durée de 6 mois. Et donc, le responsable est poursuivi pour plusieurs... On arrive aux libertés académiques et culturelles. En fait, c'est la réalité. Voilà. Donc, revenons à la question. Donc, on est dans une situation où on vit en quelque sorte dans un cercle vicieux. Et je pense que le malheur, il réside toujours. D'ailleurs, c'est un consensus académique. Si on lit, par exemple, l'avis du sociologue M. Djabi, il parle aussi que ce mal profond vient de la problématique de prise de pouvoir de 1962. C'est l'avis aussi de Hussein Ait Ahmed, qui est l'un des pères fondateurs de la nation et du mouvement national. C'est l'avis aussi de Ferhat Abbas, qui a écrit de l'indépendance confisquée. C'est l'avis de plusieurs politiciens comme Nordine Boukrouh. C'est l'avis aussi de Ben Bitour. Donc, ils ont écrit ça, ils ont expliqué que le mal profond réside dans la fondation et les fondements institutionnels de l'Algérie indépendante. Si on ne va pas revoir cela de fond en comble et revenir aux fondations elles-mêmes des institutions républicaines algériennes et revoir l'origine du mal, il a été expliqué aussi par l'avocat et président de la Ligue défense des droits humains, en l'occurrence Maître Zahouane, même aussi Maître Alihya Abdenour, paix à leurs âmes, ils ont expliqué qu'avant même la Révolution, il y avait un processus en fait, institutionnel. Et le malheur est-il que durant le congrès de Tripoli
pour discuter de l'Algérie de demain, pour ne pas revenir en arrière au congrès de la Soumam. On laisse ça de côté. Mais en voyant la constitution qui a été adoptée et les visions et les schémas politiques et institutionnels qui ont été offerts à l'Algérie indépendante à travers le congrès de Tripoli, c'est une vision d'un État totalitaire, autoritaire, qui n'accepte pas la diversité, qui n'accepte pas l'alternance, et pire encore, c'est un système politique... Et on rappelle aussi que le congrès de Tripoli n'a pas été achevé, les travaux n'ont pas été achevés. Et là, je renvoie peut-être les téléspectateurs sur un juriste, un jeune juriste, un constitutionnaliste, c'est Massen Sencherbi, qui a fait un travail remarquable sur cette question-là, et il est revenu durant cette période-là, il a fouillé dans les archives, il a expliqué cette problématique-là institutionnelle, pour ne pas être dans l'idéologie, hein, on parle vraiment dans le technique. Et je reviens à ma réponse, c'est un système qui n'accepte pas de se remettre en cause. Alors que normalement, individuellement parlant, la psychologie humaine, si quelqu'un souhaiterait avancer, se développer, apprendre, c'est en premier lieu celui qui peut et a cette capacité-là de se remettre en cause, quelles que soient les erreurs. Le problème, c'est que le système est fondé sur une valeur en disant toute remise en cause de l'État, c'est une trahison. Toute remise en cause de notre passé, c'est du harkisme. Toute remise en cause... Vous voulez dire que le printemps berbère de 1980 tient ses origines du mouvement national. Est-ce que vous voulez parler de la crise berbériste de 1949 ? Parce que vous avez cité aussi Ali Yahya Ben Nour, qui a écrit tout un livre en hommage à Ben Wali et Ammar Hamouda. Je pense, oui. Oui, et Mbark Menglet aussi, qui ont été exécutés suite à une décision du CCE en 1956-57. Donc, en fait, je ne voulais pas revenir jusqu'à la crise berbériste. Exactement, mais est-ce que c'est ce que vous voulez dire réellement ? Est-ce que oui, le fait que ça tient ses origines du mouvement national, est-ce que le printemps berbère n'était pas en fait un prolongement de la crise berbériste de 1949 ? C'est ce que vous voulez expliquer ? Absolument. En fait, tous les problèmes ont un cheminement historique. On peut revenir bien avant l'histoire. Mais je voulais me concentrer sur cet élément-là parce que c'est l'élément fondateur institutionnel. Parce que là, on était dans le cadre du mouvement national et le débat va être très très long en discutant sur tous ces éléments-là. C'est pour cela que je voulais me concentrer sur cet élément fondateur qui est le congrès de Tripoli. Parce que c'est à partir de là qu'on se dit, maintenant, on arrive aux portes de l'indépendance. Donc, quel que soit le passé, quelles que soient les erreurs du passé, quelles que soient aussi les erreurs durant la Révolution, parce que c'était un contexte révolutionnaire, mais il fallait se dire que maintenant, l'indépendance est aux portes. Une nouvelle page s'ouvre et il fallait fonder un État démocratique qui a la capacité de se remettre en cause pour pouvoir avancer. Merci. Malheureusement, avril 80 ou octobre 88, c'est les résultantes de ce que l'État ne voulait pas accepter. Quand je parle de l'État, je parle bien sûr du système politique, de se remettre en cause pour avancer. Merci Athman. On est rejoint par Madame Yamina Bayer. Je rappelle que vous êtes journaliste et chercheuse en droit humains. Yamina Bayer, une question similaire à celle que j'ai posée à notre ami Athman Bessalem. Quel bilan faites-vous en fait des 46 ans du printemps berbère de 1980 ? Bonjour, merci pour l'invitation. Je peux dire que le printemps 80 a été déclenché par l'interdiction d'une conférence. Et la veille de l'anniversaire du printemps 80, 46 ans après, on assiste aussi à une interdiction de la vente dédicacée d'un livre euh, qui porte le titre des identités rebelles. C'est un livre qui traite l'identité, la crise identitaire et l'histoire aussi des figures, à travers des figures de la région des Bnei Mzab. Donc là, nous avons déjà un indice. Je crois que c'est très parlant comme événement. Sinon, il y a eu quand même des acquis pour la mazirité, pour la région amazirophone.
La langue tamazight a été constitutionnalisée, c'est la deuxième langue nationale. Euh, on peut l'étudier aussi à l'école. Il y a des éditions qui éditent des livres en tamazight. Il y a des chaînes aussi. Il y a une chaîne, je crois, en tamazight, la télévision publique. Mais ça reste, c'est-à-dire on a eu quand même quelques acquis. Yenaïel est institutionnalisé, je crois. Il est célébré, c'est une journée fériée. Mais au-delà de toutes ces apparences, euh, c'est-à-dire le pouvoir en place donne l'impression qu'il a peur de tout ce qui est kabyle. Euh, Tout ce qui est il kabyle ou y a tout ce qui aussi, est révolte, tout ce qui est manifestation, tout ce qui est revendication, tout ce qui est politique en fait. exactement, exactement, et il y a même le raccourci vers l'appartenance au MAC, qui est classé comme organisation terroriste. Et donc, ça pousse les militants de Amazir, surtout de la région de la Kabylie, hein, je parle surtout de la Kabylie, à l'autocensure, parce que c'est très très facile de les poursuivre pour appartenance au MAC, c'est-à-dire appartenance ou bien, comment on appelle, l'apologie du terrorisme, juste parce qu'ils ont des revendications politiques. Quand ils revendiquent aussi la mazirité, leur identité amazir, aussi, ça crée aussi ce raccourci. Donc, ça les pousse à l'autocensure. Euh, qu'est-ce que je peux dire de plus? Merci Voilà. Yamina, on revient, reste avec nous, on revient juste après. Athman, Yamina a parlé d'acquis, mais aussi j'imagine, de déception depuis avril 80. Mais on a eu en fait un autre printemps, celui qu'on a appelé le printemps noir, qui s'est déclenché après la mort tragique de Guelmah Massinissa, et 126 jeunes sont tombés par des balles réelles en fait tirées par la gendarmerie nationale. Est-ce que en fait après les événements de 2001, il y a eu un rapport qui a été écrit par l'avocat Mohammed Saad. Il a été chargé par le président Bouteflika d'écrire un rapport sur ces événements, que d'ailleurs même le premier ministre de Bouteflika de l'époque, Ali Ben Fliss, avait qualifié ce rapport d'explosif. Est-ce que vous avez eu à lire ce rapport? Oui, juste pour arriver déjà à la séquence de 2001, donc pour suivre la chronologie de la question, c'est qu'effectivement, comme l'a souligné l'invité que je salue par ailleurs, qu'effectivement, il y a eu des acquis. Mais le problème, c'est que les acquis dans le cadre institutionnel algérien, c'est toujours des acquis qui se font malheureusement suite à des ruptures épistémologiques, hein, c'est le terme qui est utilisé sur le plan historique, qui sont violentes et sanguinaires. C'est-à-dire, on a vu par exemple ce qui s'est passé en octobre 88. Au lieu d'essayer de voir et de prédire l'avenir et de faire l'autocritique, on a eu ce qui s'est passé. Et ça nous a renvoyé vers... C'est le cas aussi en 89, après les émeutes sanglantes d'octobre 88. C'est ce que je disais, c'est par rapport à ça. Est-ce que en fait, c'est un message? Si vous voulez des réformes, il faut qu'il y ait du sang. Oui, ou bien on n'aura jamais de réforme s'il n'y a pas de sang. C'est ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé à chaque fois de payer un lourd tribut pour avoir quelques réformes? Effectivement, donc c'est ça le souci. C'est pour cela qu'on essaye, à travers ce genre de plateau, à travers le travail de l'opposition actuellement, majoritairement actuellement à l'étranger, qui s'exprime, pour inviter les personnes qui sont sur la tête de l'État pour revoir leur feuille de route. C'est pour expliquer qu'un État qui n'ouvre pas les espaces de débat, qu'un État qui ne laisse pas le débat mûrir au sein de sa société, il y aura des conséquences inéluctablement violentes quand il y aura un besoin de changement. C'est qu'un État qui ne fait pas l'autocritique, on aura aussi octobre 88, on aura les années 90 et on aura aussi 2001. Parce que 2001, il faut revenir aussi à la base, n'est pas qu'une question identitaire. La question de 2001, c'est une question certes identitaire, c'est la non-acceptation de la prise en charge d'une façon sérieuse de la revendication culturelle,
mais aussi, quand on lit, là j'arrive dans le rapport de Maître Issad, qui était sous l'autorité quand même de la présidence, il énumère énormément de points. Il dit que clairement que la problématique se situe sur la formation des agents de l'État, qui sont formés dans une posture répressive et pas de gestion de foule. Il a aussi parlé sur le renforcement de l'état de droit, le développement socio-économique. C'est qu'entre autres, il a parlé aussi de la question identitaire. C'est qu'il y a un ensemble de points sur lesquels l'État n'a pas mis les moyens pour modifier sa structure interne en termes de gestion de foule, en matière de dialogue, en matière de gestion de crise, en matière d'écoute de sa population, qui ont créé ce genre de situation. Parce que 2001 aussi, c'est parce que le ministre de l'Intérieur... Excusez-moi, en fait, et sur la formation des agents et de la manipulation en fait, qui était là en 2001, lorsque des gendarmes tiraient à balles réelles sur des jeunes en Kabylie, le journaliste Farid Alilat, dans une enquête pour Le Matin à l'époque, en 2001... Il a même écrit un livre là-dessus. Oui, il parle en fait d'une réunion qui s'est tenue entre le président de la POI FFS de l'époque avec les hauts responsables sécuritaires de la wilaya de Tizi Ouzou, où le commandant du groupement de la gendarmerie avoue ne plus maîtriser ses troupes. C'est ça ce qui est grave. Après, quand on parle de formation, on voit par exemple avec ce qui s'est passé avec le défunt Jamal Ben Smaïl. Ça veut dire on avait environ 300 éléments de sécurité sur la ville de l'Arba'a Thirathane, ça veut dire le périmètre où Jamal Ben Smaïl a été assassiné. Nous avons sur place l'un des principaux groupements militaires de la région. Il y a eu la gendarmerie nationale et la cinémathèque de l'Arba'a Thirathane où il y avait un nombre impressionnant de CRS. Il y avait des policiers en civil, des policiers en tenue, ils n'ont pas pu protéger un citoyen d'un lynchage. Donc, on renvoie et on revient à 2001, c'est aussi cette question-là de ne pas avoir cette capacité de réformer l'État avant que ça soit trop tard. Et revenons sur cet élément-là. Effectivement, il y a la question de non-maîtrise des troupes, ce qui est frappant, ça veut dire ce genre de révélation atteste que il y a une problématique non seulement fonctionnelle, mais structurelle des autorités algériennes et aussi des éléments de sécurité. Est-ce qu'il y a eu des coupables qui ont été désignés après le rapport Issad? Alors, d'après ce que j'ai lu, donc il y a, parce qu'il n'y a pas beaucoup de travaux non plus sur la question, parce que malheureusement, voilà. Et les autorités, il faut le dire, n'ont pas eu cette volonté politique d'aller jusqu'au bout après le rapport de Mohamed Issad. Absolument, absolument. D'ailleurs, il y a toujours des doutes et des suspicions. À ce jour, il n'y a pas un travail réel qui a été fait sur la question. À l'époque, il faut savoir, Boukrouh, qui était à l'époque ministre, il était dans le cadre du Conseil des ministres, et en face de lui, Belkhadem, qui proposait littéralement de bombarder la Kabylie comme ultime solution. Et après, bien sûr, que Boukrouh ait rendu cette affaire-là publique, il y a eu une plainte contre Belkhadem ici à l'étranger et Belkhadem a tout fait pour solliciter aux personnes qui ont déposé cette plainte contre lui pour la retirer. Donc pour revenir en fait, il y a cette gestion violente des foules, cette non-acceptation de réformer avant que ça soit trop tard, il y a des problèmes non seulement fonctionnels mais aussi structurels, donc on parle de non-contrôle des bases et des troupes. Ce qui est révélateur aussi, c'est cette nature de lutte des clans à l'intérieur du pouvoir algérien. C'est aussi révélateur parce que Bouteflika, il considère, selon beaucoup de témoins, il considère que l'affaire de 2001, c'est un complot d'une partie du pouvoir contre lui. Contre lui. Voilà. C'est ça. Est-ce qu'il l'a déclaré quelque part? Selon les chercheurs, ça veut dire selon, par exemple... Les indiscrétions. C'est ça. Ça veut dire quand on les écoute, quand on voit un petit peu ce qui s'est passé, quand on entend ses proches à l'époque, etc., il disait clairement que voilà, il voyait ça comme un complot contre lui. Alors que c'est ça, c'est cette problématique-là qu'on n'arrive pas à déceler au sein du régime algérien, c'est cette complexité, cette opacité, ce refus du débat, ce refus de l'information, etc., qui nous mène malheureusement et inéluctablement aux problématiques qu'on voit actuellement, au drame de 2001, au drame d'avril 80,
au drame Ce d'octobre n'était pas un drame, en 88. fait, avril 80. Il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas Alors, de... il n'y avait pas de mort, mais je peux dire que c'est un drame du moment où, par exemple, il y avait des universités contre qui on a donné l'assaut, une région qu'on a encerclée, des gens qui ont été quand même emprisonnés. On voit ce qui s'est passé, par exemple, avec certains prisonniers, comme par exemple M. Abbot. Donc, il a subi de la torture. Donc, il l'a raconté, il a été défendu par Amnesty International de l'époque. Ça veut dire... Athman, il y a un détail que je voulais évoquer justement avec vous, Oui. avant de donner la parole à Yamina. On dit qu'en 1979, Alim Sili, qui a été assassiné par les services algériens le 7 avril 87 à Paris, avait organisé un séminaire à Aix-en-Provence au profit des militants qui sont par la suite devenus acteurs d'avril 80. On peut citer Saïd Saadé, Farhat Mehni, beaucoup d'autres. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été dit sur ça, qui a été écrit sur ça? Alors, ça, c'est beaucoup plus, ça rentre un petit peu dans l'historique du mouvement et de l'opposition en Algérie, effectivement, parce qu'à l'époque, ils étaient tous proches du FFS ou militants du FFS, et il y avait des séances de formation, principalement ici dans les pays européens, à destination de ces militants-là. Vu l'étau qui s'est resserré autour de toute expression politique, le FFS a pris le relais pour former une école de formation sous l'égide d'Alim Sili. Effectivement, il y avait ça. Donc, les militants, d'ailleurs, il y a même une vidéo de Saïd Saadi de l'époque. Il a relaté cette formation-là. Et il remercie son frère Ali à cet Oui, effet. effectivement, Oui, voilà, oui. si je me trompe pas. Voilà, Je me rappelle énormément bien de la détails. vidéo. Yamina, on a évoqué octobre 88 qui était violent. On a évoqué 2001 aussi, c'est-à-dire que le fait que les Algériens payent toujours un lourd tribut pour arracher quelques réformes. Vous qui avez vécu le Hirak, vous étiez dedans, vous y avez participé. Qu'est-ce qui a fait que le Hirak était tellement pacifique, tellement dans l'ambiance, bon enfant, contrairement à tous les traumatismes que les Algériens ont vécu en octobre 88 et au printemps 2001? Parce que tout simplement, le Hirak n'a pas été réprimé comme les autres manifestations précédentes. Euh, bon, j'ai été à la première marche du vendredi du Hirak. 22 février. Oui, voilà, du 22 février 2019. J'étais à la place 1er mai et je voulais partir à la rue Didouche Morad. Et nous étions nombreux et la police nous y a empêchés et nous avons reçu des jets d'eau. Donc, j'ai été réprimée à la première marche du Hirak. Et le samedi, je crois aussi, il y a une autre marche qui a été réprimée, mais c'était pas aussi violent que les autres, c'est-à-dire euh, les marches du passé. Après, d'un coup, les marches étaient devenues autorisées, c'est-à-dire que la police était là, ils souriaient, ils ne bougeaient pas, les CRS et tout. Et c'est la raison pour laquelle les Algériens étaient confiants, ils sont sortis, ils ont investi les rues. Ils sortaient même avec leurs enfants, des grands-mères, ils sortaient, il y avait des femmes, c'était vraiment incroyable. Et voilà, le peuple algérien, finalement, n'est pas violent. Ce qui génère vraiment, ce qui provoque les violences pendant les manifestations, c'est quand il y a, quand elles sont empêchées, quand les autorités les empêchent, quand il y a du gaz lacrymogène, quand il y a, voilà, Provocation, en fait, et de la part des forces de l'ordre. exactement de la part, voilà, des forces de l'ordre. Et c'est comme ça provoque les manifestants qui sont sortis parce que déjà ils sont en colère. Et on ne peut pas comparer aussi par exemple, les manifestations de 2001 avec 2019. En 2001, les Kabyles étaient en colère. Il y a quand même un lycéen qui a été assassiné. Euh, donc, Et c'est pas c'est toute l'Algérie qui était dans la rue aussi. exactement, oui. Le problème, c'est que, oui, voilà, on dit que, enfin, c'est pas qu'on dit que c'était pas toute l'Algérie qui était dans la rue, voilà, c'était uniquement la région Kabylie, Tizi Ouzou, Béjaïa, principalement. Premièrement, peut-être parce que déjà il y avait un manque d'informations, peut-être les autres Algériens n'étaient pas bien informés, mais
Mais avec le temps, je crois qu'ils ont été informés, ils ont eu l'information, mais ils n'ont pas été solidaires avec nous. C'est pas qu'elles n'étaient pas solidaires en fait, mais le mouvement citoyen de 2001, il a commencé en fait ses contacts, etc. Et il a commencé à tisser des liens dans d'autres wilayas pour fédérer en fait les énergies, pour fédérer les forces vives de la société et rester pacifique dans ce mouvement. Malheureusement, ça n'a pas été fait. La répression était tellement féroce que des jeunes tombaient comme des mouches. Oui, je dis c'est difficile de savoir aussi parce que maintenant nous avons les réseaux sociaux, donc nous savons que quelqu'un qu'il sait qu'est-ce qui se passe ou il ne sait pas, il n'est pas au courant. Ce que je sais aussi, c'est que il y a des Algériens de la jeune génération euh, qui ne savent pas ce que c'est que le printemps noir Tout à fait. Merci et qui Yamina. ne le comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas ces revendications de cette région-là. Merci Yamina. Restez avec nous. Athmane, dans le sillage des événements tragiques de 2001, il y a eu la naissance d'un mouvement autonomiste. Effectivement, oui. Qui a évolué pour devenir un mouvement carrément séparatiste, indépendantiste. Et ce week-end, il a organisé une marche à Paris. Et en fait, dans le récit, c'est-à-dire, on voit qu'ils disent à chaque fois que c'est 2001 qui nous a poussé à créer ce mouvement, c'est 2001, c'est les jeunes Kabyles qui sont tombés sous les balles assassines du pouvoir, etc. Il y a toujours en fait ce prétexte pour quelque part argumenter leur dérive séparatiste. Est-ce que vous ne pensez pas que ce mouvement est en train de s'approprier le 20 avril? Alors, la question, il faut l'aborder d'un point de vue historique large. C'est-à-dire, actuellement, la mouvance indépendantiste kabyle, elle ne se base pas seulement sur 2001. Elle considère 2001 comme un point de chute. Un point de chute et un point de non-retour. Mais dans le cadre historiologique, ça veut dire qu'il se base sur pas mal d'éléments. Et l'un des éléments aussi, par exemple, qu'on peut citer, c'est ce qui s'est passé suite à l'indépendance, parce qu'on revient toujours sur ce chapitre-là. Durant la révolution algérienne, là, il faudrait une recherche, je ne me suis pas assez documenté sur cet élément-là. La révolution algérienne s'est basée sur une gestion révolutionnaire en 6 wilayats, dont la Kabylie était reconnue comme étant une région du pays, avec ses frontières, avec son cadre administratif et sa gestion autonome, à l'instar des autres régions du pays. Et le problème, c'est qu'à partir, donc après l'indépendance, c'est qu'il n'y a pas eu acceptation de ce cadre-là. Donc il y a déjà une frustration culturelle. Mais il y a aussi le refus de l'identité berbère, ce qui fait qu'il y a eu une naissance d'un mouvement berbère, et on parle d'avril 80. Donc aussi, c'est une forme de frustration. Et parce que Avril 80 aussi n'est pas l'unique élément. On a vu l'exclusion, par exemple, de Mouloud Mamri, par exemple, de sa chaire à l'université d'Alger en tant que chaire d'études de linguistique d'Amazigh. On a vu aussi l'exclusion, par exemple, de certains chanteurs qui exprimaient certains avis critiques, comme Slimane Azem. Mais nous avons eu quand même des éléments aussi tragiques aussi, comme l'affaire de Cap Sigli, où la Kabylie a été constamment stigmatisée, mise à l'écart et désignée comme la région des traîtres, pas la région traître, mais la région des traîtres. Pas directement, mais indirectement. Parce que l'affaire de Cap Sigli, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours le Maroc qui a largué des armes sur les côtes kabyles pour préparer une rébellion contre la nation. Et l'ensemble des éléments qui ont été arrêtés étaient clairement innocents dans l'affaire. Et les archives de l'ambassade française ont révélé toute cette problématique-là en disant clairement que c'est du fait de l'État algérien. D'ailleurs, les preuves qui sont suivies sont là. Donc il y a eu tout ce cheminement-là qui a fait que 2001 aussi est un autre élément. Donc il y a quand même une condensation historique assez sérieuse. Il y a la condensation historique, je suis d'accord. Mais lorsqu'on lit la plateforme
la plateforme de revendication du séminaire De des l'Artsakh. Akourn. Non, séminaire des Akourn, avril 80. Ah, C'est-à-dire d'accord, ok. juste après, je pense, juste après que les 24 détenus ont été libérés, il y a eu Un congrès, un effectivement. congrès. On voit dans la plateforme qu'il y a une dimension nationale, une dimension Absolument. clairement algérienne. On ne parle pas de c'est Kabylie historique. dans leurs revendications. Il y a même la revendication de nationalisation et d'officialisation, en fait, du dialecte algérien, de l'arabe algérien. C'est la même chose. Même 2001 aussi, il avait une dimension nationale Tout à fait. algérienne. Les gens marchaient avec le drapeau algérien. D'ailleurs, même le mouvement de Et 2001. comment un mouvement séparatiste comme le Alors, MAC j'explique. Maintenant, ce n'est pas une question d'être pour ou contre. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec l'idée de l'indépendance. Mais la question qu'il faut analyser, c'est que chaque mouvement indépendantiste, il a ses propres raisons. Pas tout à fait peut-être juste sur certains éléments historiques, vu que le mouvement de 2001, et je vous accorde totalement le fait que c'était un mouvement national algérien, c'était dans le cadre d'un mouvement national, les gens, d'ailleurs même durant le mouvement 2001, il y avait un refus, puisqu'il y avait, une problématique de refaire le bac, j'ai oublié exactement les éléments, et d'ailleurs le mouvement de 2001, ils ont proposé que cette facilité-là de refaire les examens du bac et du BEM soit non seulement au niveau de la région de Kabylie, mais à l'échelle nationale. Mais là, aujourd'hui, en faisant le décompte, et je termine par là, c'est que nous devons comprendre que quand il y a un mouvement qui réclame l'indépendance, qu'il y a eu des erreurs de par le passé, et qu'il faut s'attaquer à ces erreurs-là structurelles et structurantes, parce que traiter de la raison elle-même, chacun a sa raison propre à lui dans son propre vision politique de l'histoire. Donc, si on veut récupérer, si qu'on veut aujourd'hui convaincre, par exemple, les Kabyles de rester dans le cadre national, c'est d'offrir une réelle alternative d'une Algérie démocratique, sociale, telle qu'elle a été vue et imaginée par ceux qui ont souhaité son indépendance. Merci, Athman. On a dit qu'en 1980, donc les autorités ont empêché Mouloud Mamre de donner une conférence à l'université de Tizi Ouzou. Et l'histoire qui semble se répéter, comme je l'ai dit au début de cette émission, la wilaya d'Alger ordonne à la police d'empêcher la présentation et la vente dédicace du livre de l'écrivaine et sociologue Fatma Ousder, qui travaille depuis une trentaine d'années sur la sociologie du Mzab. Le livre a été retiré et la librairie a été mise sous scellé. Yamina Bayer, du 13 au 14 avril courant, l'Algérie a reçu un invité de marque, sa sainteté, le pape Léon XIV, et on n'a pas cessé de parler du vivre ensemble, la coexistence, du dialogue interreligieux. Est-ce qu'en fait, peut-on parler aujourd'hui de dialogue lorsque l'on entrave en fait la liberté d'expression d'une auteure? Oui, c'est une atteinte à la liberté d'expression, à la liberté académique, parce que si c'est une chercheuse, c'est pas n'importe quel livre, c'est un livre qui lui a pris du temps, elle a fait de la recherche, c'est documenté, etc. Et oui, c'est grave parce que ça parle déjà de la région de Bnimzab, qui est une région amazérophone aussi. Euh, Donc, quand on parle d'inclusion et de vivre ensemble et qu'on interdit un livre qui traite une partie de l'identité algérienne, là, c'est contradictoire, voilà. Euh, et puis, il faut rappeler que les éditions Coucou subissent des intimidations et un harcèlement depuis quelques années. Ces éditions sont interdites de participer au Salon du livre. En 2024, il y a eu c'est-à-dire un événement, un incident similaire. Il y a une écrivaine française qui était venue en Algérie pour présenter son livre, coédité par les éditions Coucou.
et qui porte le titre de Kabylie en partage. Donc, elle l'a présenté à Alger, ça s'est bien passé, mais une fois à Béjaïa, elle a été arrêtée, retenue au commissariat jusqu'à, je crois, 20 heures ou 21 heures avec son époux. Les personnes, c'est-à-dire les lecteurs qui étaient présents dans cette librairie, ont été arrêtés. Le personnel de la librairie donc aussi, là, on constate aussi que peut-être que c'est le mot Kabylie dans le titre qui a dérangé, qui a fait paniquer les autorités, sans savoir que, c'est-à-dire le contenu de ce livre-là, je suis certaine qu'ils n'ont pas, personne n'a lu, de ces personnes qui ont pris la décision d'interdire ces ventes dédicacées, qu'elles ont lu ces livres-là en question. Merci Yamina. Maître Bselem, j'ai bien dit que durant 3 jours, en fait, le gouvernement et la presse algérienne, quand on dit la presse aujourd'hui, c'est tout ce qui gravite autour du régime algérien, n'ont cessé de parler de belles vertus à l'occasion de la réception de l'accueil démesuré pour le pape Léon XIV. Est-ce qu'en fait on peut parler du vivre ensemble quand un espace de liberté qui est la librairie des Beaux-Arts est mis sous scellé? C'est terrible ce qui se passe. Ça veut dire à peine une semaine où l'Algérie était mise sous la lumière de l'ouverture vers l'international, de la tolérance, de la culture, du savoir, de Jamal Jazair, de Saint-Augustin, de l'écriture, de la musique, etc. On interdit un livre. On a fait le tour de l'humanité. Exactement, on a fait le tour de l'humanité. Toutes les caméras étaient braquées sur cette Algérie-là. Une semaine après, une écrivaine de renom, une chercheuse de longue date, qui apporte le titre de professeur, qui est même chercheuse au sein des institutions de la République algérienne démocratique et populaire, tout à fait, qui présente un livre sur le territoire national, qui a été édité sur le territoire national. Il advient qu'un écrivain, un chercheur, il écrit, pas pour écrire, il écrit pour mettre en lumière ses idées. Exactement. Et au débat, et face aussi à la critique. Ça veut dire l'ouverture au monde, c'est une acceptation de la critique avant que ça soit une idée d'imposer sa vision. Et donc, elle présente son livre qui a été édité, donc il y a eu les SPL, c'est-à-dire avant etc. même qu'on présente un livre, on est empêché de le présenter. C'est terrible. Et selon le directeur des éditions Coco, qui a édité le livre, Les Identités rebelles, Fatma Ousdiq a pris 6 ans. 6 ans de recherche et de travail pour éditer ce livre. C'est triste. C'est triste et que maintenant, et ce qui est bizarre dans l'affaire, c'est que, pas bizarre, hein, parce qu'il y a eu d'autres événements qu'on va relater, c'est que bien avant, les policiers en civil, tout en tebu, ils rentrent dans une bibliothèque du savoir pour convaincre. Ça veut dire là, on voit qu'il y a une démarche qui n'est pas juridique. Il n'y a pas de fondement juridique. Des policiers en civil qui ont essayé de convaincre la librairie de ne pas organiser la présentation du livre. Il y a eu aussi, selon les révélations des éditions Coucou et d'autres aussi témoins et journalistes indépendants, qu'il y a eu aussi des visites et des descentes de différentes directions, y compris la direction du commerce, pour convaincre la librairie d'annuler la présentation. Le jour de la présentation, il y a eu une descente policière. Et ce qu'ils ont fait, c'est extrêmement grave. Ils ont retiré les livres, y compris aux citoyens qui l'ont acheté. Ils ont retiré les livres des rayons, ils ont mis sous scellé la bibliothèque et l'une des 6 bibliothèques actuellement qui reste actuellement en vie. Et on voit les rues d'Alger actuellement, il n'y a que des restaurants. Est-ce que ça n'aurait pas de la colère chez des gens comme ça, à qui on retire des livres de leurs mains, à qui on interdit d'assister à une conférence, c'était le week-end, des gens sont venus spécialement pour assister à la présentation d'un livre, et sur une région qui a vécu aussi des événements tragiques en 2014, rien qu'en 2014,
il y avait plusieurs morts dans cette vallée sur laquelle Madame Osdir travaille. Et ça aurait été quand même intéressant d'écouter pour essayer de débattre et de voir est-ce qu'il y a eu des solutions qui ont été apportées, parce qu'il n'y a pas que en 2013, il y a eu plusieurs épisodes de violence dans cette région-là. Il fallait débattre et discuter. Et pas que, si on revient un peu plus en arrière. Il fallait beaucoup d'osdir pour en fait comprendre ce qui s'est passé dans cette région. Actuellement, ils ont commencé déjà, actuellement dans les universités, il n'y a plus de conférences publiques. Ça veut dire les seules conférences doivent être organisées, orientées idéologiquement. On avait ce qui s'est passé avec Samir Larabi, qui a vu sa thèse validée par son directeur de thèse, par le conseil scientifique du département, par le conseil scientifique de l'université. Et puis l'administration arrive pour dire que non, il n'y aura pas une soutenance. Aucun fondement juridique, aucun fondement administratif, y compris administratif. Et à ce jour, ce qui s'est passé suite à la décision de Samir Larabi de dénoncer les actes, il a été notifié par une exclusion de l'université. Là, on est en train de détruire des gens. Là, pour revenir à la question de tout à l'heure concernant le MAC ou autre, parce que j'aime bien faire les enchaînements, qu'est-ce qu'on va offrir actuellement à la population mozabite qui vont entendre qu'un livre qui essaye de parler sur leur région soit interdit à la capitale algérienne? Donc là, ça renforce l'idée qui dit que nous devons nous séparer de ce pays. Quand on voit par exemple le livre qui a été cité par notre invité, La Kabylie en partage, interdit à Béjaïa, et pas que interdit, ils ont arrêté l'écrivaine, son mari, l'éditeur et les citoyens présents. Quel idéal présentons-nous à des jeunes Kabyles qui visitent la Suisse, l'Allemagne, etc., et qui voient l'état d'avancement de ces pays? Ça ne peut que renforcer l'idée que cet État est en déliquescence et à un certain moment ou à un autre, les gens vont perdre espoir dans une Algérie de demain. Moi, je fais le même constat que vous faites aujourd'hui. Je suis kabyle, mais je reste attaché à une Algérie démocratique et sociale. Je comprends. Mais ce que je voulais dire, et ce n'est pas pour polémiquer, parce que là, c'est pour répondre, c'est qu'à un certain moment... C'est pour vous dire, en fait, que la répression ou l'état des libertés en Algérie ne peut pas pousser des gens à renier leur algérianité, à se réfugier dans un projet séparatiste. À un certain moment... Moi, je vais ouvrir une parenthèse. Oui. Lors de ce qu'ils ont appelé la déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie, le 14 décembre, j'ai entendu une dame qui se présentait comme chercheuse dans une université canadienne ou américaine, je pense canadienne, et qui porte du racisme dans ses propos à l'égard du reste des Algériens. Moi, je ne partage pas ce point de vue. Je ne peux pas partager ces dérives, en fait. Je ne peux pas les cautionner. Voilà, c'est pour vous dire que la répression ne peut pas pousser les Kabyles dans les bras du séparatisme. Bon, bref. Cette décision, Yamina Bayer, pour revenir vers vous, a choqué beaucoup de monde, au point où même ceux qu'on connaît proches du président Tebboune, en l'occurrence Sofiane Djilali, il a écrit une lettre ouverte au président pour l'alerter sur le rétrécissement de l'espace de liberté en Algérie. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la goutte qui pourrait faire déborder le vase? En fait, oui, parfois je suis vraiment ce qui se passe, les réactions des uns et des autres. Et ce n'est pas la première fois que Soufiane Djilali fasse une action pareille, il fasse un communiqué ou s'adresse au président. Il y a aussi certains journalistes, certains écrivains qui sont très proches du pouvoir, mais parfois prennent comme ça ils ont des prises de position quand même, c'est-à-dire qu'ils réagissent et c'est tant mieux. Euh, mais franchement, je ne sais pas, je ne peux pas euh, me prononcer là maintenant sur une seule réaction, c'est-à-dire la réaction de Sofiane Djilali. Euh,
j'ai vu aussi une réaction de la part du gérant des éditions France Fanon, qui avait, c'est-à-dire disparu pendant un certain temps après l'interdiction aussi du livre qu'il avait édité sur les Juifs d'Algérie. Il a été placé sous contrôle judiciaire et je me rappelle à l'époque, c'est-à-dire on cherchait l'information et c'était vraiment difficile de savoir est-ce qu'il a été relâché, c'est-à-dire la suite des événements et je le vois aussi réagir par rapport à ce qui s'est passé avec les éditions Coucou et le livre de la chercheuse Fatma Oussedir. Ce que j'espère, c'est que, c'est-à-dire, mais je n'ai pas vu d'autres, par exemple, il y a des écrivains qui sont connus en Algérie, qui sont lus et appréciés par le public, qui ont pris position. Et ça, c'est grave. De ne pas être solidaire, ce n'est pas être solidaire avec les personnes, c'est de dénoncer ces actes-là, parce que c'est de l'arbitraire déjà. En plus, c'est interdire un livre, c'est interdire au public algérien d'être informé, c'est lui interdire la lecture, lui interdire de connaître ses origines, de connaître les autres Algériens. Parce que le livre sur Bnimzab, par exemple, sur cette région, ou bien un livre sur la Kabylie, ou bien un livre sur le Sahara, peu importe, c'est-à-dire une région d'Algérie, ou bien un groupe spécifique, il n'est pas adressé à ce groupe-là parce que déjà, c'est-à-dire, il connaît son histoire, il connaît les personnes, c'est-à-dire les figures qui ont marqué cette région, sa région. Il est adressé surtout au reste de l'Algérie pour que les Algériens, vraiment, pour qu'ils puissent vivre ensemble, pour atteindre ce vivre ensemble, de vivre en paix et de s'accepter, il faudrait ouvrir cet espace-là d'expression et d'association. C'est aussi une atteinte à la liberté de réunion pacifique et d'association parce qu'on a empêché une rencontre dans une librairie qui est un espace public. Donc c'est là la gravité des choses. Merci, Et merci. j'espère que d'autres se réveilleront, c'est-à-dire même si quelqu'un il est proche du pouvoir, il est proche de tel ou tel, il y a un moment où il faut dire stop. C'est-à-dire qu'il y a des limites à ne pas franchir. C'est-à-dire à un moment, il faut se réveiller un petit peu et défendre le droit, ce n'est pas défendre les personnes, mais défendre ce qui est juste. Message reçu, Yamina. Athman, il n'est pas loin le temps où des livres engagés étaient publiés en Algérie, étaient édités en Algérie, des livres ouvertement critiques à l'égard même de l'institution militaire, du gouvernement, du président de la République. Il n'est pas loin aussi le temps où, dans plusieurs régions du pays, on avait des cafés littéraires où des auteurs sont invités à présenter leurs livres, à les vendre, à susciter le débat avec les assistances, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec ce qui s'est passé ces dernières 24 heures, le gouvernement ou la police politique craignent le retour de ces cafés littéraires? En fait, est-ce qu'ils ne craignent, vous ne pensez pas qu'ils craignent à ce que ces librairies remplacent ce qu'on appelait avant les cafés littéraires? La réponse est oui, mais je vais essayer un petit peu de... Parce que vraiment, c'est la question qu'il fallait poser. Parce que, en fait, j'essaie un petit peu de restructurer ma réponse. D'ailleurs, votre invité a souligné qu'il y a eu plusieurs réactions. Il y a eu la réaction de Sofiane Djilali, il y a eu la réaction de du responsable des éditions France Fanon, mais pas que. Il y a eu la réaction de Hamid El Ayachi aussi. Exactement. Ce que je voulais dire, c'est que depuis 2019, quand il y a eu comment on appelle, la grande vague de répression, la grande vague de répression, c'est la première fois depuis qu'on assiste à un éveil de plusieurs personnalités politiques et intellectuelles pour dénoncer un acte de censure. Il y a 2 ans, une année en arrière, il y avait une peur généralisée. Mais là, ce qui est positif, c'est qu'il y a une réaction presque unanime, du moins de la classe politique qui se positionne dans l'opposition. On a vu le FFS a réagi, le PT a réagi, le RCD a réagi, les éditions, les intellectuels et beaucoup de journalistes
y compris à l'intérieur du pays. Vous pensez que c'est un bon présage? C'est d'un bon présage dans un sens qui annonce la fin de la période post-Hirak en Algérie et un retour progressif, ça c'est ma propre lecture, à la période de Bouteflika. Et là, je reviens à la question. On n'a pas beaucoup de temps. Rapidement, Oui. promis. En 30 secondes. En 30 secondes, c'est s'il vous plaît. qu'actuellement, ce que les décideurs exigent, c'est qu'on est prêt à céder sur la question de l'ouverture politique à condition de ne pas avoir un deuxième Hirak, à condition de ne pas remettre en cause la légitimité des décideurs et aussi à limiter et à interdire, à refuser toute protestation dans les rues et probablement d'essayer d'utiliser cette ouverture comme pour faire accepter un troisième mandat de Tebboune. Il ne reste pas beaucoup de temps. Un dernier mot, Yamina? Oui. Je voudrais juste rebondir sur la conclusion de votre invité. En 30 secondes, s'il vous plaît. On n'a pas beaucoup de Oui, temps. je vais continuer sur ça, sur le même... voilà. Moi, personnellement, je suis sceptique. Je ne pense pas qu'il y a un retour ou une ouverture parce que ces interdictions, il y a beaucoup d'arbitraire en Algérie. C'est-à-dire que c'est à répétition et ça se répète beaucoup. C'est-à-dire même après hier, on a assisté à deux choses, c'est-à-dire il y a eu l'interdiction d'un livre, l'interdiction d'un film. Il y a aussi le film l'Arabe qui a été annulé, dont la projection a été annulée au Festival méditerranéen d'Annaba, du film méditerranéen. Et ce n'est pas aussi la première fois qu'on interdit un livre. C'est-à-dire tout ce qui sort du discours officiel de l'histoire, c'est-à-dire du récit national, il est interdit. Et ça, c'est grave. Merci Yamina. Je rappelle que vous êtes journaliste et chercheur en droits humains. Merci Athman Besselem. Je rappelle aussi que vous êtes avocat et défenseur des droits humains. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci.